Les Malais poursuivent la police, accusant les agents de ne pas avoir protégé le bébé en le laissant sur le site d'une agression domestique. Il a fallu 12 heures à la police pour réellement partir à la recherche de l'enfant malgré les appels répétés. Bienvenue, je suis Cassie et voici un monde cruel. Je vais vous raconter une histoire en Australie qui est honnêtement l'un des plus grands échecs policiers que j'ai vus. Même si, honnêtement, je ne sais même pas si je veux appeler ça un échec de la police ou simplement leur total mépris pour la sécurité de ce petit garçon. C'est l'histoire de Charlie Malali. Charlie Malali est né le 18 mai 2012 de sa mère, Tamika Malali, à Broome, en Australie occidentale. Charlie était un bébé adorable et toujours heureux. Et malheureusement, le petit Charlie n'avait que 10 mois au moment de son décès. Le 19 mars 2013, le grand-père de Charlie, Ted Malali, a organisé une fête d'anniversaire. Après cela, vers 10h30, Ted s'appelait Charlie Bell. Il est allé retrouver le petit ami de Tamika chez un ami. Une rumeur disait que le petit ami de Tamika, Mervyn Bell, l'avait trompé la semaine précédente à Perth. Elle a donc décidé de le confronter à ce sujet. Quand elle l'a fait, Mervyn est entré dans une colère noire et a crié sur Tamika, l'insultant. Tamika a donc décidé qu'il était temps de partir. Elle a pris Charlie dans sa poussette et a commencé à rentrer chez elle à pied. Cependant, Mervyn la suivait de près en voiture. Il était toujours en colère que Tamika l'ait embarrassé chez un ami. C'était lui qui était censé tromper, mais elle l'avait embarrassé en lui posant la question. Après avoir rejoint Tamika, Mervyn est sorti de sa voiture et l'a attaquée violemment, avant de la déshabiller, puis de l'abandonner couverte de bleu et de sang au bord d'une route à Broome. En voyant l'agression, une voisine, qui était aussi infirmière, a crié à Mervyn de lâcher Tamika. Elle a ensuite appelé le père de Tamika ainsi que la police. Mervyn, cependant, s'est enfui juste après cela, avant que la police n'arrive. À leur arrivée, la police d'Australie occidentale a trouvé Tamika bouleversée, blottie sous le carport de son voisin. Elle était couverte de sang et enveloppée dans un drap emprunté. À ce moment, le père de Tamika, Ted, est arrivé presque en même temps que la police et criait qu'il fallait arrêter Mervyn. Mais la police n'écoutait pas, et elle ne traitait pas Tamika comme si elle était la victime d'un crime horrible, plutôt comme si elle était un témoin. Il l'interrogeait pour avoir des détails sur le moment. Ensanglantée, couverte de bleu et à moitié nue, il voulait en connaître les détails au lieu de l'emmener à l'hôpital. L'un des yeux de Tamika contenait du sang, signe probable d'une blessure à la tête. Tamika ne faisait déjà pas confiance à la police. Elle était très en colère par la façon dont on la traitait et honteuse d'être à moitié nue. Debout dans une rue fréquentée, Tamika s'est mise à crier et insulter les policiers. Cela a vite dégénéré en crachats, puis elle a tenté de fuir. Les agents ont plaqué Tamika au sol, puis l'ont mise à l'arrière de la voiture de police. Ils n'avaient même pas besoin d'interroger Tamika à ce moment-là. Ils avaient déjà un autre témoin, l'infirmière, qui était une voisine et qui avait vu l'agression. Ted suppliait la police de les laisser l'aider à calmer sa fille, mais à la place, il a été accusé d'entrave à la police. Il essayait seulement d'aider. Tamika sera plus tard accusée d'avoir agressé un agent. Les agents ont choisi d'emmener Tamika directement au poste de police plutôt qu'à l'hôpital. Mais sur l'insistance de Ted, la police a finalement accepté d'emmener Tamika à l'hôpital. Ted, ne leur faisant pas confiance après les événements de la nuit, a décidé de les suivre en voiture pour s'assurer que sa fille reçoive les soins médicaux nécessaires. Avant que Ted ne prenne sa voiture pour suivre la police. Il tenait Charlie dans ses bras et a demandé à l'agente de le surveiller, mais elle a refusé. Charlie a finalement été confié à la cousine de Mervyn, qui vivait par hasard dans la même rue. Lorsque Tamika a finalement été amenée à l'hôpital et soignée, le médecin a dit que si elle n'avait pas reçu rapidement des soins médicaux pour ses blessures, cela aurait pu lui être fatal. Ses blessures minces comprenaient un rein lacéré, une clavicule cassée, des côtes fracturées, une rate contusionnée et de graves ecchymoses au visage, au dos et à l'estomac. Alors que Tamika était soignée à l'hôpital, son père Ted restait à ses côtés.
Mervyn était retourné chez son cousin et avait convaincu ce dernier de lui confier le bébé, Charlie, en disant qu'il allait l'emmener chez son grand-père. Donc, quand Ted est allé chercher Charlie plus tard, vers minuit, il n'était pas là. Affolé, Ted est retourné à l'hôpital où se trouvait Tamika car il savait qu'un policier surveillait sa fille. Il a prévenu l'agent que Mervyn avait emmené Charlie et qu'il fallait commencer à le chercher tout de suite. Parce qu'il avait un mauvais pressentiment que Mervyn allait faire du mal ou tuer l'enfant. Et ce que l'agent a répondu à Ted était absolument incroyable. Il a dit « Eh bien, combien de voitures penses-tu que nous avons ? Nous n'en avons que 2. L'une surveille votre fille à l'hôpital, l'autre fait de la paperasse au commissariat. » Comme il était évident que cette agente n'allait pas l'aider, Ted est parti et s'est rendu au commissariat de Broome pour leur dire qu'il devait aider à chercher son petit-fils Charlie. Les agentes de police ont déclaré que Ted était ivre et agressif au commissariat. Ted a affirmé n'avoir pas bu d'alcool depuis 30 ans. Donc, inutile de dire qu'elles ne l'ont pas pris au sérieux et n'ont rien fait pour l'aider. Ted a appelé le 000 espérant enfin être pris au sérieux. Il a dit à l'opératrice qu'il était très inquiet pour son petit-fils Charlie et elle lui a répondu cela. Elle parlerait au sergent de police à Broome et transmettrait la gravité de la situation. Quand l'opératrice a agi et parlé au sergent de police, celui-ci a proposé d'envoyer quelqu'un pour aider. Parce que Ted avait déjà entravé la police pendant des heures cette nuit-là, affirmait-il. Plus tard, Ted recevra un message texte incohérent de Mervyn disant « Parle ». Je préviens les services sociaux pour vous deux, incapables de vous occuper de votre petit enfant. Et maintenant, Popo vient. Te chercher ? Ha ! Ted a immédiatement apporté cela à la police dans l'espoir qu'il pourrait localiser le téléphone portable de Mervyn et ainsi retrouver Charlie. Cependant, la police n'a pas donné suite au message texte, affirmant que les 800 $ nécessaires pour utiliser la technologie de recherche sur le réseau mobile afin de localiser les 2 personnes n'étaient pas disponibles pour cet incident. Ted leur a dit qu'il était plus que disposé à payer les 800 $. Ensuite, ils lui ont dit que ce serait trop long. Lorsque Ted a demandé au sergent de lire le message reçu de Mervyn, il a refusé, écartant Ted et lui conseillant de revenir le matin voir l'agent de liaison autochtone. Ils ont également dit à Ted à ce moment-là qu'il devait arrêter d'appeler le 000. Le grand-père bouleversé était rentré chez lui, pensant qu'il ne pouvait rien faire d'autre cette nuit-là, puisque personne ne voulait l'écouter. La police affirmera plus tard que Ted avait appelé le commissariat après cela, leur disant que tout allait bien, qu'il avait parlé à Mervyn. Charlie allait bien et il n'avait plus besoin de chercher, ce qui était tout sauf vrai. La police n'a pas rédigé de rapport de disparition pour Charlie, affirmant qu'il était courant dans les groupes aborigènes que plusieurs membres de la famille s'occupent d'insensulte d'un enfant. Ils ont également déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'agression contre Tamika et, de toute évidence, ne se souciaient pas du tout du passé criminel violent de Mervyn. Si l'un des agents avait lu ne serait-ce qu'une partie de la plainte de Ted, ils auraient déjà su que Mervyn n'était pas un membre de la famille et qu'il n'était pas censé avoir Charlie. Ted est retourné au commissariat dès le lendemain matin pour savoir où en était l'enquête, s'ils avaient retrouvé son petit-fils. Mais personne ne cherchait Charlie. Il avait disparu depuis plus de 6 heures à ce moment-là et rien n'était fait. La police n'a même pas contacté le cousin de Mervyn, celui qui s'occupait de Charlie, avant 10 heures du matin. À 12h57, soit 13 heures après la disparition initiale de Charlie, la police de Broome a finalement lancé une alerte concernant le petit garçon à tous les commissariats locaux. Mais le premier rapport diffusé comportait un mauvais numéro de plaque d'immatriculation pour la voiture que Mervyn conduisait. Cela a donc encore plus entravé l'enquête. D'une façon ou d'une autre, Tamika est sortie seule de l'hôpital malgré ses graves blessures. Elle voulait sortir pour chercher son fils. Cependant, ses blessures se sont avérées si graves qu'elle a dû se faire réadmettre à l'hôpital la nuit suivante. Et, croyez-le ou non, à un moment donné, lorsque Tamika et Ted étaient littéralement à genoux, ils suppliaient la police de simplement faire son travail. Ils ont demandé à Tamika de rentrer chez elle et d'apporter l'acte de naissance de Charlie pour prouver que Mervyn n'était pas son père biologique. Comme si ça avait de l'importance. Durant toute la disparition de Charlie, Mervyn Bell avait été vu par plusieurs membres du public. Il avait agi de manière erratique et inquiétante. Plusieurs personnes ont même contacté la police pour leur dire qu'elles avaient vu Mervyn porter un bébé inerte
Mais même alors, la police n'a pas réagi. Et comme cela s'était produit dans d'autres juridictions et que la police de Broome n'avait pas encore lancé d'alerte, ils n'ont pas été informés. Mervyn avait conduit Charlie sur presque 1000 km, soit environ 600 miles de Broome, jusqu'à la station-service de Fortescue. Mervyn et Charlie sont arrivés là-bas vers 13h30 le 20 mars. Mervyn a ensuite sorti le corps sans vie de Charlie de la voiture et est entré dans la station-service. Là, il a ensuite déposé Charlie sur une table où un homme était en train de manger et a demandé à quelqu'un d'appeler une ambulance. Mervyn a alors commencé à faire un massage cardiaque à Charlie. Et il a proclamé à tout le monde autour de lui que toutes les blessures tactiques que Charlie avait sur le corps, de la tête aux pieds, étaient toutes accidentelles. L'homme assis à la table où Mervyn a allongé Charlie a dit avoir remarqué que Charlie était mouillé de la tête aux pieds. Il avait des ecchymoses importantes sur tout le corps, une grosse bosse au milieu du front et une marque de brûlure au centre de la poitrine qui pelait. Il a aussi mentionné une odeur étrange venant du corps du garçon, sans pouvoir en identifier la cause. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Charlie ne respirait plus et il n'avait plus de pouls. Il a alors été déclaré mort. Charlie avait subi de nombreuses fractures, notamment au bras et à la jambe. Il avait aussi une lésion cérébrale, des brûlures au 3e degré et avait subi une agression sexuelle. Lorsque Mervyn a été arrêté, il a dit à la police que la raison pour laquelle il avait emmené Charlie était parce qu'il voulait l'amener chez la famille de son père, près de Geraldton. Mais une fois que le bébé avait été accidentellement blessé, il avait trop peur de le ramener à Tamika. Mais en même temps, il n'a jamais pensé à emmener le bébé grièvement blessé à l'hôpital parce qu'il ne pensait pas qu'il avait besoin de soins médicaux. Mervyn a affirmé que les ecchymoses de Charlie venaient d'une chute d'une voiture en marche. Mervyn a dit qu'il faisait le tour d'un rond-point quand il a heurté un trottoir et soudain la porte s'est ouverte et Charlie est tombé. L'histoire la plus ridicule qui soit. Mais d'accord, a dit Mervyn. Quand cela s'est produit, il a paniqué, il s'est devenu bouleversé et il a même commencé à pleurer. Il était tellement bouleversé d'avoir blessé le petit garçon, a-t-il dit, qu'il l'a simplement pris dans ses bras. Il a essayé de le réconforter, mais n'a pas vérifié s'il avait des blessures, a-t-il affirmé. Après l'incident, Mervyn a enveloppé Charlie dans une couverture et l'a mis sur le plancher de la voiture. Ils ont repris la route. Plus tard, au lever du soleil, ils se sont arrêtés à quelques endroits pour nager car il faisait très chaud. Il a dit qu'à un trou d'eau à Karata, il avait posé le petit garçon sur des rochers brûlants et que c'est ainsi qu'il avait eu des brûlures sur le corps. Il faisait maintenant près de 35 à 40 degrés Celsius, soit dans les 86 degrés Fahrenheit. Mervyn a affirmé qu'il avait ensuite mis Charlie dans l'eau pour essayer d'apaiser ses brûlures. Des images de vidéosurveillance montraient Mervyn achetant des provisions, dont de la bière. Il a affirmé qu'il était surtout là pour acheter du chocolat, du lait et une orange pour le petit garçon, qu'il comptait lui donner plus tard quand il se réveillerait. Ensuite, Mervyn a raconté avoir emmené Charlie sur une plage à Dampier. Cependant, Charlie ne voulait rien savoir de tout ça. Il voulait juste rester là et dormir. Il a ensuite emmené Charlie nager près de la rivière Fortescue. Ici, il a dit que la tête du petit garçon a glissé sous l'eau et qu'après cela, il ne respirait plus. Mervyn a dit qu'en restant sous l'eau environ 20 secondes, il a senti un coup de pied à la jambe. En remontant, le bébé avait le visage dans l'eau. Mervyn Bell a été jugé à la fin de 2014 et il a toujours affirmé qu'il n'aurait jamais fait de mal au petit garçon. Le procès de Mervyn a été jugé par un juge siégeant sans jury, car il avait été décidé plus tôt que les preuves seraient trop choquantes et difficiles à supporter pour un jury. Le tribunal a présenté plus de 100 photos du corps de Charlie comme preuve. Un médecin légiste a indiqué que les ecchymoses et éraflures de Charlie étaient sans doute dues à un impact violent, alors que son fémur et son os du bras fracturé ont été causés par une sorte de torsion mécanique. Le médecin légiste a aussi affirmé au tribunal que la cause du décès de Charlie reste indéterminée. Et cela n'arrive pas très souvent, a-t-il dit, seulement dans environ 1 à 2% des cas. Il pense qu'en plus des blessures de Charlie, il aurait aussi pu mourir de déshydratation, d'hypothermie ou d'un coup de chaleur. Le tribunal a aussi entendu un expert en brûlures qui a affirmé que Charlie présentait des brûlures par contact et des blessures d'ébouillantage. La médecin a indiqué que la blessure au bas du dos de Charlie était compatible avec de l'eau chaude versée sur lui. Elle a aussi indiqué que les blessures de Charlie différaient par leur type, leur aspect et possiblement leur moment d'apparition. Maintenant, l'avocate de Mervyn disait qu'il n'y avait aucun mobile pour toutes les blessures infligées à Charlie.
sauf peut-être le fait qu'il était un peu contrarié avec sa famille. Mais il ne croyait pas que Mervyn déciderait tout à coup de se venger en déversant sa colère sur le petit Charlie. Une voisine de Mervyn a témoigné au tribunal, et elle a dit que Mervyn lui avait dit que la famille du bébé n'avait aucune idée de ce dont il était capable et qu'ils allaient être blessés. La voisine a également déclaré que dans les heures précédant l'enlèvement de Charlie, Mervyn était venu chez elle et qu'il était très en colère et se comportait de façon erratique. Mervyn a dit à cette voisine que la famille de Tamika ignorait ce qui les attendait. La défense a aussi suggéré que le manque de sommeil aurait pu affecter le jugement de Mervyn. Une spécialiste du sommeil a indiqué que Mervyn n'avait pas dormi depuis 24 heures, ce qui comportait un risque d'altération de la prise de décision, de la planification et du jugement. La docteure a affirmé qu'il était impossible de quantifier l'impact du manque de sommeil. La défense de Mervyn a aussi affirmé que la femme de 27 ans avait vécu une vie difficile. Il avait perdu son père alors qu'il n'était qu'un bébé, puis sa mère quand il avait 5 ans. Avant sa mort, la mère de Mervyn avait eu un compagnon violent qui la battait, ainsi que ses enfants, frappant même Mervyn à la tête avec un marteau. En grandissant, Mervyn s'est tourné vers la drogue et a maltraité sa partenaire, selon sa défense. Mais la juge l'a finalement déclaré coupable et, avant l'énoncé de sa peine, des déclarations des victimes ont été lues. Une partie de la déclaration de Tamika disait « Les mots ne peuvent exprimer la douleur, la souffrance et à quel point une mère est accablée de chagrin. Mon fils a été assassiné. Au lieu de le voir grandir, nous visitons la tombe de Charlie Boy à chaque anniversaire. » Le grand-père du bébé, Ted, a affirmé dans sa déclaration d'impact qu'il pensait devoir surveiller Charlie la nuit de son enlèvement. Mais il avait dit à Tamika que, puisque Charlie avait un rhume, elle devrait l'emmener avec elle. Il a dit « Je ressens maintenant que si j'avais gardé Charlie Boy, il serait encore en vie aujourd'hui. » C'était un enfant adorable, toujours joyeux. L'impact de l'incident a bouleversé ma famille. Ma fille n'est plus la même. Cette belle âme commence à s'éteindre. Ma fille est accablée de chagrin et je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire. Le 12 décembre 2014, Mervyn Bell a été condamné à perpétuité avec un minimum de 27 ans sans libération conditionnelle. En le condamnant, le juge a déclaré que le crime de Mervyn était l'un des plus odieux qu'il ait jamais vu. Et quelques mois plus tard, Mervyn a été jugé puis condamné à 5 ans de prison. Pour l'agression contre la mère de Charlie, Tamika, la police maintenait toujours les accusations contre Tamika même après qu'elle ait perdu son petit garçon. Elle a en fait été reconnue coupable et condamnée à une peine de prison de 12 mois, qui a également été suspendue pour 12 mois. Lors du verdict, le juge a affirmé que l'agression contre des agents publics reste une infraction grave. Il a aussi tenu compte de ce que Tamika avait vécu et ne pouvait simplement pas l'envoyer en prison. Il a déclaré « Si un tribunal doit être clément, c'est aujourd'hui dans cette affaire. Ne lui donnez donc aucune peine de prison. » Peu après son meurtre, la famille de Charlie s'est rendue au relais routier de Fortescue pour installer une plaque en sa mémoire. Elle possède une plaque en laiton gravée montée sur une structure faite de pierre de Beagle Bay, sur la péninsule de Dampier. Pendant sa détention, Mervyn Bell a été agressé à la tête avec un marteau par 2 détenus. Cependant, ces 2 détenus ont ensuite été acquittés des charges retenues contre eux. Puis, le 9 septembre 2015, Mervyn Bell a été retrouvé mort dans les douches de la prison. Il serait mort de blessures auto-infligées. Et Tamika a dit que sa famille a ressenti un soulagement depuis qu'elle a appris la mort de Mervyn. Maintenant, ils n'ont plus à s'inquiéter qu'il soit libéré un jour. Ils auraient juste souhaité qu'il souffre davantage, comme Charlie. En 2019, la famille Mallet a sollicité une enquête sur la mort de Charlie, mais le coroner de l'État l'a refusé. L'affaire a ensuite été examinée par la Commission de lutte contre la corruption et le crime, la Commission de lutte contre la corruption et le crime. La famille Malali a porté plainte, affirmant que la mort de Charlie aurait pu être évitée si la police avait agi rapidement et professionnellement. Selon le rapport de la Commission de lutte contre la corruption et le crime, malgré une réponse tardive et inefficace des agents la nuit où Charlie a disparu, il était impossible de savoir si une intervention plus rapide aurait sauvé le bébé. Elle a finalement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une faute grave de la part des agents impliqués. Insatisfaits des conclusions de la Commission de lutte contre la corruption et le crime, les Malali ont saisi la Cour suprême d'Australie occidentale. Ils ont demandé une enquête pour déterminer si la mort de Charlie avait été causée ou favorisée par l'action d'un membre de la police.
Mais à la mi-2020, une juge a aussi rejeté cette demande. Il n'était pas non plus convaincu qu'il y avait assez de preuves que la police n'avait pas protégé le petit garçon. Et ce n'est qu'en juin 2022 que le gouvernement d'Australie occidentale a finalement présenté ses excuses à Tamika et à son père, Ted. Ils ont aussi été graciés de leurs accusations criminelles après avoir vécu l'impensable. Après près d'une décennie de lutte pour la justice, la famille Malali a enfin obtenu la reconnaissance qu'elle attendait depuis tant d'années. Devant le Parlement de l'État, Tamika a déclaré que les excuses leur signifiaient beaucoup pour elle et qu'elle pouvait sentir qu'elles étaient bien sincères. Elle dit qu'ils ont entendu la vérité sur ce qui s'est passé il y a 9 ans et que cela les a touchés. Elle est plus indulgente que moi. Les funérailles du bébé Charlie Malali ont eu lieu à la chapelle Pinaru West le 19 avril 2013. Merci d'avoir écouté l'histoire de Charlie aujourd'hui. Cette affaire est révoltante. La police ne s'est absolument pas souciée d'aider Charlie et sa famille. Il est déplorable que ceux censés protéger agissent si honteusement. Et il leur a fallu 9 ans pour même présenter des excuses à la famille. Et cela sans même mentionner le fait que Charlie avait subi des tortures inimaginables pendant les 16 heures où il avait disparu. Et c'était aux mains de Mervyn, quelqu'un qui était censé prendre soin de lui. Cette histoire est tout simplement incroyable à bien des égards. Donc si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez les entendre racontées par moi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Activez aussi les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Claire, Daniel, Danny, J. Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Josie, Cara, Christy, MJ Kelly, Naoma, Nikki Owen, Ray Robin, Sharon, Starlet, Sky, Laurie, Marion, Mary Mel, Mimig, Susan, Tamara, Tammy B, Tammy S, Tracy Royaume-Uni et Whisper 216. Vous êtes génial. Découvrez encore plus de contenu diabolique sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/wickedworld ou via l'application Patreon. Chaque mois, profitez de vidéos exclusives et d'autres avantages. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Auriez-vous une affaire à me proposer à traiter ? Si oui, écrivez-moi à wickedworldtruecrime@gmail.com.